Il y a des transferts qui ont changé l'histoire du football. Des transferts qui ont redessiné des clubs et marqué des générations. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais eu lieu. À une signature près, à un détail près. Dans cette série, on ne va pas parler des Here We Go. Non, regardez-moi, corruption! On va parler des Here We Almost Go. Salut les scouts! Bon, je vous propose un nouveau concept aujourd'hui. Je pense que vous l'avez déjà compris avec cette courte intro et le titre de la vidéo. Et si Verratti avait signé à Barcelone en 2017. Donc ce concept, Here We Almost Go, on prend un transfert qui a réellement failli se faire, ou du moins un transfert qui n'était un secret pour personne. Et pour X ou Y raison, ça s'est pas fait. Et nous, ce qu'on va imaginer là, c'est qu'est-ce qui se serait passé si ce transfert avait eu lieu. Si Fabrizio Romano avait dit « Here we go », le joueur signe dans tel club. Donc là, Verratti signe au Barça. On va un peu changer l'histoire, mais on va imaginer de manière réaliste, vraiment concrète, qu'est-ce que ce transfert aurait apporté pour Barcelone, pour le PSG, pour le joueur, même peut-être pour le football. Comme pour tous les concepts de la chaîne, pas de scénario complètement alambiqué. Verratti finit Ballon d'Or, le Barça finit relégué. Non, pas du tout. Là, on va vraiment étudier, avec les datas, avec les stats, qu'est-ce qui se serait passé pour tous les acteurs de ce transfert. Donc, premier épisode de la vidéo, on remonte 10 ans en arrière. Ouais, déjà 10 ans. Déjà 10 ans que Verratti a failli signer à Barcelone en 2017. Et si Fabrizio Romano avait dit « Here we go, Verratti » à Barça en 2017, et si l'histoire avait vraiment basculé, c'est parti. Donc, dans cet épisode, on va essayer d'imaginer qu'est-ce qui aurait pu changer pour le club acheteur, pour le club vendeur, et pour Verratti, comment les effectifs auraient évolué, comment les saisons se seraient déroulées, et comment l'histoire de ces clubs aurait pu légèrement ou totalement différer avec ce transfert. Un transfert, c'est pas juste un joueur qui change de maillot, on va voir, c'est tout un effet domino, en fait, sur plein d'autres clubs, plein d'autres joueurs. Retour en juin 2017. À cette époque-là, le PSG il est entraîné par Unai Emery. Il évolue en 4-3-3, ici, avec un système basé sur la maîtrise du jeu et surtout la domination technique au milieu de terrain. Dans cette équipe, Marco Verratti, on voit, il est là. C'est une pièce absolument centrale du projet. Depuis son arrivée en 2012, on va voir, c'est devenu le cerveau de l'équipe. À ses côtés, il y a deux joueurs au milieu, Mota et Matuidi. Mota, c'est l'intelligence tactique. Matuidi, c'est le volume, l'énergie. Et Verratti, c'est la créativité et les sorties de balles. Mais en juin 2017, une question commence à se poser. Est-ce que Verratti continue à grandir avec ce PSG-là? Parce qu'au niveau des stats, Verratti, individuellement, il fait peut-être la meilleure saison en 2016-2017 au PSG. En tout cas, c'est ce que pas mal d'observateurs disent. 43 matchs, 3 buts, 8 passes D. Ça fait plusieurs années en fait qu'il est dans l'ombre des grandes stars du PSG. Zlatan, Cavani, Thiago Silva. Mais saison après saison, en vrai, Verratti, il s'est imposé au début comme un des meilleurs milieux de terrain du championnat de France, et peu à peu comme un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, en vrai. Et il le prouve année après année. Et forcément, ce type de joueur, technique, qui progresse, jeune, ça attire les regards, et notamment ceux d'un club qui semble un peu fait pour lui, le FC Barcelone. Ça fait déjà plusieurs années en vrai que les Catalans voient Verratti comme un héritier naturel du style barcelonais, un petit tiki-taka, un profil presque conçu pour le Barça. Mais le paradoxe de cette saison, c'est que pendant que Verratti fait une saison individuellement exceptionnelle avec le PSG, le club lui traverse peut-être un des moments les plus humiliants de l'histoire du foot pour un club. Ouais. Deuxième place au championnat de France, mais surtout, la remontada au Camp Nou. Un match qui marque profondément le club, les supporters, mais aussi les joueurs. Et Verratti a été le premier marqué par ça. Pour beaucoup de personnes, des joueurs, des journalistes, des chroniqueurs, cette défaite, elle symbolise un PSG qui arrivera jamais à franchir ce cap Ligue des Champions avec cette équipe-là. Et c'est justement ce qui va en fait un peu nourrir les doutes de Verratti. Est-ce que le PSG peut vraiment gagner la Ligue des Champions avec cette équipe? En tout cas, Verratti, lui, veut la gagner. Et il considère que le PSG doit mettre les moyens pour y arriver. En effet, à l'été 2017, les rumeurs s'intensifient et pendant plusieurs semaines, Verratti est régulièrement annoncé à Barcelone. Ce qui est marqué juste ici, The Italian international has been reportedly linked with a move to Barcelona. Et même son agent
Donato Di Campli admet que il pourrait être tenté par un transfert dans un top club européen. Le message est clair, Verratti veut rejoindre un club capable de dominer l'Europe à l'instant T. Mais finalement, le transfert à Barcelone ne se fera jamais. Pourquoi ? Parce que le directeur sportif de l'époque, Antero Henrique, va réussir à convaincre le joueur de rester. En lui promettant, c'est ce qui est marqué juste ici, ce que dit Verratti, I want to see if this time PSG can really make a great team. C'est ce qu'il veut. Il veut une équipe avec des grands joueurs. Et si c'est le cas, I will be happy to stay. Every year, they say they will put together a great team, but then we saw the result. The promises are not enough. Donc on voit que Verratti n'était pas content. On sent qu'Enrique a fait des vraies promesses à Verratti. C'est exactement ce qu'il dit juste ici. Si cette fois Enrique maintient ce qu'il a dit, bah, I will be happy to stay. Je vais être très heureux de rester. Mais c'est ce qu'il a dit, personne ne me force à partir. Et donc Verratti reste parce que on lui a promis une grosse équipe. De son côté, le FC Barcelone a aussi une vraie raison de vouloir Verratti, car une page de l'histoire est en train de se tourner. Ouais, Iniesta se rapproche de la fin de carrière, et le Barça en parallèle du coup cherche un joueur qui est capable de pérenniser l'ADN du jeu catalan, contrôler le tempo, résister au pressing, et dans toute l'Europe, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui semblent aussi compatibles avec ce style. Le Barça pense en tout cas que Verratti peut devenir un successeur naturel de Iniesta. À cette époque, Verratti c'est le 7e milieu de terrain le plus valuable sur Transfermarkt. Alors il est là, 60 millions, c'est autant que Dele Alli, donc on peut dire qu'il est presque 6e, mais le PSG voit la barre assez haute et demande 100 millions pour son joueur. C'est une somme qui est énorme pour un milieu de terrain à l'époque, et c'est là que notre histoire aurait pu basculer. Et si le Barça avait décidé de payer ces 100 millions et d'avoir Marco Verratti. Et si Verratti avait signé. Ok, donc, petit retour dans le passé, ça c'est les transferts qui ont été vraiment faits par le Barça en 2017-2018. C'est un peu un mercato historique, sincèrement. Je pense que tout le monde se souvient de cette époque, pour ceux qui suivaient déjà le foot. Le Barça dépense quasiment 300 millions sur Dembélé et Coutinho. Et surtout, le transfert de Neymar au PSG pour 220 millions. C'est une époque où le Barça a dépensé sans compter et en a fait les frais par la suite. Mais en tout cas, si jamais tu ajoutes Verratti pour 100 millions, évidemment, il y a des achats qui ne se font pas. C'est mon point de vue. Je pense que du coup, Paulinho ne signe pas. Du moins, le Barça ne va pas chercher Paulinho si jamais Marco Verratti est acheté. Mais je pense aussi que Coutinho ne vient pas. Ouais, 100 millions, c'est une somme. Je pense pas que le Barça est prêt à aligner 148 millions, 135 millions et 100 millions sur 3 joueurs différents. Je pense que le Barça reste un tout petit peu quand même raisonnable et ne prendra pas Coutinho, qui lui avait un peu pour but aussi de remplacer Iniesta. De plus, 2017-2018, Luis Enrique s'en va du Barça, et c'est Ernesto Valverde qui le remplace. Et ça a un impact. Donc comment on aurait imaginé l'équipe en 2017-2018 au milieu de la saison ? Petit changement, Luis Enrique joue en 4-3, mais Valverde joue en 4-4-2. Et ouais, ça c'est le 11 du Barça de la saison. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le milieu de terrain, on va pas vraiment tout faire. Mais donc, 4-4-2, Verratti n'est pas trop habitué à ce système-là, lui c'est le 4-3-3. Alors, du coup, naturellement, tu as envie de le mettre à la place de qui ? Busquets, il est indéboulonnable, clairement. Verratti, tu as envie de le mettre naturellement à la place de Rakitic, mais Rakitic, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain de Liga cette saison. Du moins, c'est le plus sous-coté, c'est sûr. Il joue 35 matchs sur 38 en Liga, il joue tous les matchs de LDC. Au début de la saison, Rakitic, pour dire à quel point sa saison elle est monstrueuse, il vaut 45 millions, en fin de saison, il en vaut 70. Donc, en fait, Verratti, moi je le vois pas titulaire. Enfin, du moins, je le vois, en fait, mettre une mauvaise ambiance, dans le sens où, lui veut jouer, la direction veut que leurs 100 millions jouent, naturellement, mais du coup, est-ce que tu peux remplacer vraiment Rakitic, qui est en train de faire la saison de sa vie ? En vrai, du coup, je pense que Rakitic fait pas la saison de sa vie, Verratti rapide 10 minutes, et ne correspond pas trop au profil d'Iniesta. Donc, du coup, envie de le mettre à la place de Roberto, c'est pas du tout son poste, il est droit, et Iniesta, il est encore sur une bonne dernière saison, c'est sa dernière année au Barça. En fin de saison, le Barça gagne la Liga, ils finissent à 14 points du second, même si Verratti casse un peu l'ambiance avec son manque de temps de jeu, avec sa relation avec Rakitic, et même justement si les relations direction-entraîneur sont un peu froides parce que la direction aimerait que Verratti joue plus, ils ont quand même payé 100 millions, je pense pas que le Barça perde la Liga. 14 points, c'est énorme. S'ils avaient été à 2 points, j'aurais pu dire oui, mais même si le Barça finit à 10 points de moins, ce qui est énorme, ils sont quand même champions. Donc, je pense que le Barça finit quand même champion de la Liga. La saison d'après, 2018-2019, c'est un mercato beaucoup moins emballant que le précédent, mais quand même cher.
Et le Barça investit sur 2 milieux centraux. Arthur Melo, Arturo Vidal. Je pense pas que la direction, en ayant payé 100 millions Verratti la saison d'avant, accepte d'investir sur 2 joueurs. Je pense qu'ils partent sur le plus prometteur, Arthur Melo. C'est un peu l'image du Barça. Et c'est un peu la mode du moment d'investir sur des Brésiliens jeunes, prometteurs. Et donc, je pense que le Barça ne signe pas Arturo Vidal. Évidemment, le Barça n'ayant pas signé Paulinho, ne le vend pas aussi cette saison-là. Par contre, je pense que Rakitic, lui, il est fatigué de cette relation avec Verratti. Il sent qu'il fait pas le poids face à 100 millions, en gros. Du coup, il décide de partir. Et pour ça, je le vois bien faire un transfert à Manchester City, où Guardiola veut le récupérer. Il sent qu'il y a un vrai potentiel chez ce joueur. Et du coup, investit. Même s'il vaut 70 millions, il investit que 55 millions d'euros. Le Barça n'est pas très bon en transfert, on le sait. Et du coup, je pense qu'il se faut un peu avoir pour un joueur qui mériterait, lui, de valoir peut-être pas 100 millions, mais au moins 70, ça c'est sûr. Pour info, les rumeurs à cette époque-là, en 2018-2019, c'est les deux Manchester qui veulent Rakitic, c'est Arsenal, c'est Liverpool et c'est Monaco aussi. Au final, il décidera de rester. Mais moi, je vois bien du coup si Verratti signe, un des deux Manchester le signer, plutôt City qu'United. Mais c'est très subjectif comme avis. Donc Rakitic s'en va, direction City. Ernesto Valverde décide de revenir au 4-3 en 2018-2019, ça aide un peu Verratti à ce moment-là. On va voir maintenant quel impact aurait Verratti dans ce milieu à 3 avec Arthur Melo, Busquets, quelle relation il aurait en attaque, notamment avec Messi, et quel impact en fait il aurait sur le jeu. Déjà, Verratti, l'apport défensif. Ouais, quand on pense Verratti, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on pense tacle glissé, récupération de balles, impact sur le jeu, pressing plus efficace, récupération beaucoup plus rapide. Verratti, c'est ça. Je vous montre quelques vidéos très rapides que j'ai trouvées, mais ouais, c'est un peu un éclair qui arrive dans tes pieds sans trop le voir. Et je trouve que c'est l'image qui marque vraiment le jeu de Verratti. Des récupérations de balles hautes, comme ici par exemple. Hop, il bondit dans les pieds, des tacles toujours bien gérés. Même en défense, c'était un chien fou. Il n'hésitait pas à se jeter dans les pieds pour contrer les frappes. Double contre ici, c'est un peu ce qui manque au Barça, un chien fou comme ça, qui n'hésite pas à se jeter dans les pieds, et Verratti aurait fait du bien au Barça pour ça. De plus, Verratti, c'est une vraie qualité de passe. Oui, une petite vidéo très rapide, hop, il sent les appels, sans forcément les voir, et ça amène tout de suite du danger. Je pense qu'au Barça, Suarez, Messi auraient été contents d'avoir un joueur comme ça. Parce qu'en vrai, à cette époque, le Barça est assez dépendant de Messi à la création. On a beaucoup de vues de cas de figure où Messi dézone et revient proche de la défense pour envoyer une super passe, il n'y a pas à dire, pour Alba, par exemple, ou même pour Suarez. Mais là, typiquement, sur cette slide-là, on voit Messi qui est ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. C'est le 7e joueur, le plus proche de son but à ce moment-là. Je pense que Verratti aurait fait du bien à la création pour ça. Il aurait permis à Messi d'être vraiment dans son rôle de dribbleur, de finisseur. Et ça aurait fait du bien. Les conservations de balles, c'est un peu la marque de fabrique de Verratti, on l'a vu, par les tacles. Ouais, très difficile de lui prendre la balle. Donc le Barça aurait continué de confisquer le ballon et de dominer l'Europe et l'Espagne sur le pourcentage de possession. Mais le problème de ça, c'est que ce sont des conservations de balles qui peuvent clairement endormir le jeu. Ouais, selon moi, je trouve que Verratti, même si toutes ces images-là nous ont tous marqués, il y a un vrai risque de lenteur excessive pour le Barça. En 2017, déjà, le Barça souffrait un peu trop de ce jeu trop horizontal. Et ajouter Verratti, c'est encore plus de conservation, encore plus de passes courtes, et moins de verticalité immédiate. Si Messi décroche, Verratti organise, Busquets sécurise, Melo se perd un peu là-dedans, tu peux vite tomber dans une équipe certes brillante, mais lente. Et dans un football, à cette époque-là, qui se veut de plus en plus moderne, de plus en plus rythmé, impactant et moins sur justement ce système de possession, ça aurait forcément pu porter défaut au Barça et ça aurait pas forcément été un atout majeur. Et enfin, ce qui caractérise le plus Verratti, c'est les prises de risque un peu délirantes qu'il pouvait faire parfois en ressortant le ballon. Genre, typiquement, là, sur les premières années, Verratti, ça nous a tous bluffé, je pense, au PSG, quand on l'a vu faire ça. Lui-même disait, dans une interview, je préfère prendre un but que dégager un ballon. Mais je pense que si tu interroges un supporter parisien à la fin de son passage à Paris, ça pouvait agacer. Genre typiquement ce but sur sa dernière année, ou peut-être son avant-dernière au PSG, où il décide de pas dégager, mais de relancer calmement, et finalement il se fait intercepter le ballon, il bute pour le Bayern. Ouais, je pense que ça pouvait clairement agacer. Ça pouvait être du génie au début, à la fin ça pouvait devenir un agacement. Et Verratti aurait adoré apporter ça à la Liga, qui est très friande de ce genre de jeu.
Mais là où ça aurait pu pêcher, ça aurait, je pense, agacé les supporters du Barça de voir Verratti comme étant le successeur d'Iniesta. Parce que, en fait, c'est pas tout à fait le même jeu. La comparaison peut leur faire mal. Typiquement, Iniesta, c'est un buteur. Ouais. Iniesta, c'est un but tous les 11 matchs avec le Barça sur son passage. Verratti, c'est un but tous les 37 matchs avec le PSG. Alors que pourtant, ce sont deux joueurs un peu avec le profil similaire, mais Iniesta avait ce rôle de buteur que Verratti n'avait pas du tout. Iniesta, c'était pas juste un passeur. C'était des conduites de balles qui cassent 2, 3 lignes, des accélérations dans les demi-espaces et une capacité à porter le ballon sur 20, 30, mais même plus, sur 50 mètres. Là, typiquement contre le PSG, là c'est Verratti, impossible de lui prendre la balle. Tout le monde connaît cette accélération d'Iniesta qui à la fin amène un but de Neymar. Mais Iniesta avait vraiment cette capacité de porter le ballon sur plusieurs mètres, de dribbler plusieurs défenseurs pour ensuite apporter du danger. En fait, Iniesta, c'était des passes pas pour endormir, mais pour avancer, pour créer, et à la fin, pour marquer. Donc, ouais, lui, Verratti, à cette époque-là, il oriente, il ralentit ou accélère le tempo par la passe, il fait jouer, il sécurise, mais il se projette moins qu'un Iniesta. Et la conséquence, c'est que pour moi, le Barça aurait pu devenir encore plus contrôlant, on l'a vu avec ces 4 joueurs-là, mais beaucoup moins prévisible, en fait. Du coup, on va se poser quelques questions. Si l'événement avait eu lieu, est-ce que le Barça aurait subi les 2 remontadas contre Rome et contre Liverpool, et que du coup, Verratti deviendrait le seul joueur au monde à avoir subi les remontadas de 2017, 2018 et 2019 ? En vrai, je pense pas. Si on fait un focus juste sur un match et sur Liverpool, de l'apport qu'aurait pu avoir Verratti, je pense que l'endormissement et le pressing qu'il aurait fait, ça aurait été assez avantageux en vrai. Je vais juste montrer 3 buts des 4 que Liverpool a mis à Anfield pour faire cette remontada. Alors typiquement, ça c'est au début du premier, Liverpool marque sur la gauche. Je pense pas qu'il y aurait eu un écart aussi énorme entre Verratti et le joueur de Liverpool. Je pense que Verratti aurait un peu plus pressé et cherché à récupérer comme il savait le faire. Sur le deuxième but, déjà, ça c'est Rakitic qui fait sûrement, je pense, un des pires matchs de sa carrière. Il fait une passe ici, vers Alba ou vers Coutinho, je crois, mais entre les deux. Bon, déjà pour moi, Rakitic, à ce moment-là, déjà il est plus là. Donc peut-être que Verratti aurait pas fait cette erreur-là. Donc là, Rakitic fait cette passe. C'est tout de suite intercepté par Alexander-Arnold. Et sur le centre, je crois que c'est Wijnaldum qui met le 2-0. Je sais plus si c'est lui ou si c'est. Non, je crois que c'était Origi, bon peu importe. Et sur le troisième but, regardez-moi cette défense du Barça. C'est un centre de ce joueur qui va amener la tête de ce joueur. Regardez-moi la distance qu'il y a entre le passeur et tous les joueurs du Barça. Rakitic là, mais qu'est-ce qu'il fout ? Il sait pas qui prendre, il sait pas quoi faire. Je pense que Verratti aurait eu l'intelligence de jouer un peu différemment et de presser un peu différemment. D'ailleurs, il aurait sûrement pas eu de Vidal aussi. Bon bref. Beaucoup de questions se posent si ce transfert avait eu lieu. Est-ce que Verratti aurait réussi à amener le Barça en finale de Ligue des Champions ? Quand tu regardes depuis 2018, jamais le Barça n'est arrivé en finale de Ligue des Champions. Est-ce que Verratti aurait réussi à faire gagner plus de 2 Ligas au Barça ? Et oui, le Barça n'a pas gagné de Liga entre 2019 et 2023. C'est des questions qu'on se pose, en vrai, et une dernière qu'on va se poser aussi, c'est est-ce que le Barça signe Frenkie de Jong et signe Pedri à l'été 2019 ? En vrai, je pense pas. Enfin, surtout, je pense pas pour un des deux. On va voir pourquoi. Pour info, Pedri, il arrive en 2019, mais il est prêté tout de suite à Las Palmas. Il revient vraiment en 2020. Ça a un impact pour la Suisse, on va voir. Et pour Paris, quelles auraient été les conséquences du coup de ce transfert ? 2017-2018, en vrai, c'est mercato historique. Donc, au niveau des départs, tu ajoutes Marco Verratti pour 100 millions au Barça. Du coup, la question se pose. Quid de Matuidi ? Est-ce qu'il part à la Juve ou est-ce que le PSG souhaite le garder pour sa dernière année, voire même cherche à le prolonger ? En vrai, je pense qu'il serait quand même parti, pour ma part, à la Juve, parce que le PSG voulait du renouveau et comptait davantage sur un mélange de joueurs un peu bling-bling, Neymar, Mbappé, Dani Alves, même qui arrive à ce moment-là, et de jeunes joueurs, avec du Rabiot, du Areola. Donc je pense pas que Matuidi aurait vraiment correspondu à ce côté bling-bling, et Matuidi veut pas prolonger lui, donc le PSG veut de l'argent, et je pense juste que le PSG se montre un tout petit peu plus ferme dans les négociations avec la Juve, et qu'il part pas pour 25, peut-être pour 30 millions. Par contre, ce qui est intéressant là, on va réinsister sur la Juve, c'est que le PSG profite de l'argent qu'il vient de gagner avec le départ de Verratti et de ses bonnes relations avec la Juve pour attirer un remplaçant à Marco Verratti, Miralem Pjanic. Je pense que du coup, Miralem Pjanic, il y avait déjà pas mal de rumeurs à l'époque, signe vraiment au PSG à ce moment-là, pour remplacer Verratti. Il signe, je pense, pour 70 millions d'euros. Je ne sais plus combien il en vaut exactement à ce moment-là, mais c'était logique avec sa valeur et la saison qu'il venait de faire, cette valeur de 70 millions. Et ça en fait du coup le 4e plus gros transfert de l'été, d'ailleurs évidemment Neymar.
Lukaku à Manchester United et Morata à Chelsea. Donc le PSG envoie un vrai message très fort. Déjà, le premier transfert le plus cher de l'histoire, mais surtout, 2 des 5 plus gros transferts de l'été. On compte même pas Mbappé qui arrivera l'année d'après, où là il était juste prêté au PSG. Quel impact pour Unai Emery sur la saison 2017-2018 avec Pjanic? Bah pas beaucoup de différence avec Verratti, c'est un peu le même jeu, juste un peu plus de rigueur, moins de carton jaune peut-être, mais en vrai il n'y a pas énormément de changements. On est plus attiré par un Neymar, par un Mbappé, nos yeux et tous les journalistes vont être plus attirés par ces deux joueurs-là, ce qui est logique. Du coup, bah, le PSG finit évidemment champion, mais pour le coup, bah, est-ce que le PSG, il y a un changement au niveau de la Ligue des Champions? Je pense pas. Le PSG n'a pas le niveau pour atteindre, pour battre un Real Madrid en Ligue des Champions à ce moment-là. Je pense pas. Période 2018-2019, Unai Emery s'en va, arrivée de Thomas Tuchel. Je vais être un peu cash, mais on s'en fout un peu. Je pense juste que Paredes ne vient pas, c'est mon avis, parce qu'il vient d'investir 70 millions la saison d'avant sur Pjanic. Mais avec l'argent presque un peu illimité de Paris, on ne sait jamais. Je pense juste qu'il n'y a pas beaucoup de changements sur ce transfert-là, sur cette période-là. Et le seul changement par contre qui est impactant, c'est que Tourelle, lui, il met en place le 4-2-4 avec le PSG. Et déjà à l'époque, avec Verratti qui jouait ici à la place de Pjanic, ça manquait de volume. Et je pense pas que Pjanic apporte ce volume qui peut manquer au PSG quand t'as que 2 milieux de terrain. On les connaît, les Neymar, les Mbappé qui font pas les efforts défensifs. Tu te poses la question du coup, est-ce que le PSG a bien fait d'investir sur Pjanic et pas par exemple sur un Milinkovic-Savic qui à l'époque était en feu aussi, en perspective d'un 4-2-4. Par contre, je pense que l'arrivée de Pjanic aurait pu éviter, je dis bien aurait pu, attention, l'élimination humiliante en 8ème contre Manchester avec la défaite 1-3 au Parc. Parce que certes, Verratti, c'est le meilleur Parisien à ce moment-là. Ça, c'est sa note qu'il a, je sais plus si c'est dans l'équipe. Mais voilà, le petit hibou n'a pas arrêté de bouger dans cette rencontre, véritable plaque tournante du PSG. C'était lui le meilleur joueur, il a touché beaucoup de ballons et des derniers choix, comme ils disent ici, qui n'ont pas été toujours très bons. Mais quand tu regardes le but qu'ils prennent sur la main de Kipembe, bah en fait, ça c'est la distance qu'il y a entre Verratti et Dalot au moment de la frappe. Dalot va avancer jusque-là et Verratti va venir ici pour tacler. Je suis pas certain que Pjanic aurait laissé un espace aussi important à ce moment-là pour le PSG. J'ai juste ça qui me fait dire peut-être que le PSG aurait pu éviter cette main de Kipembe à ce moment-là. Je vais essayer de mettre la vidéo, on va voir si je me fais avoir ou pas. Mais en gros, là, on voit toute l'action de jeu, à quel point Verratti est loin au moment de la frappe de Dalot, et qui sera contré au final par Kipembe, et peut-être que ça aurait été différent si Pjanic avait été là. Ça, c'est un tweet qui est tombé justement avec la photo des représentants du joueur. Mais qui est ce joueur? Avec Maxwell et Antero Henrique à Amsterdam. À Amsterdam, justement. À l'été 2019, si on a un peu suivi la vidéo juste avant, je pense que De Jong ne signe pas au Barça, mais que le PSG arrive à attirer De Jong en fait, et le boucle pour 75 millions d'euros. Ça s'est vraiment joué entre les deux, entre le Barça et le PSG. Je pense qu'avec les 100 millions que le PSG a récolté pour Verratti, même s'ils ont investi une grosse somme sur Pjanic, je pense qu'ils en ont assez pour convaincre De Jong d'être vraiment un acteur central au PSG, là où le Barça a déjà Verratti et ne peut pas vraiment promettre ça à De Jong. Où il y a plus de chances que le Barça investisse sur la jeunesse Pedri que sur ce qu'a démontré déjà De Jong sur cette saison historique de l'Ajax en Ligue des Champions. Du coup, bah voilà, sur toutes les saisons 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, entre Tourelle, Pochettino, Galtier, la question se posera toujours, mais qui sera le troisième mousquetaire? Est-ce que tu auras toujours ce souci de stabilité entre Pjanic, De Jong et le troisième? Ici, j'ai mis tous un peu qui sont passés par là. Gay, Pereira, Renato Sanchez, Wijnaldum, Ander Herrera, ouais, tous ceux qui sont passés par là. Et est-ce que ce milieu ne manque pas encore de physique justement avec un Pjanic vieillissant et un De Jong un peu en cristal? Mais en tout cas, je pense que sur ces 5 années, il n'y a pas une évolution cataclysmique avec ces arrivées-là et le départ de Verratti pour le PSG. Je pense que le changement, il arrive vraiment quand Luis Enrique arrive et assume clairement vouloir du renouveau et ne plus vouloir du Bosnien vieillissant qui part du coup ou en Turquie ou ailleurs. En tout cas, c'est le renouveau du PSG qui commence à ce moment-là. Les questions qu'on va se poser maintenant pour Paris, avec ce départ, bah, si De Jong était arrivé, lui, pour remplacer Verratti un peu quelques années après, est-ce qu'il aurait subi autant de blessures qu'il a subi à Barcelone? Est-ce que le championnat physique de la Ligue 1 lui aurait vraiment correspondu? Lequel de ces trois-là on voit jamais au PSG? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Avec l'arrivée de Pjanic, l'arrivée de De Jong, est-ce que Fabien Ruiz arrive en 2022? Est-ce que Vitinha arrive en 2022? Est-ce que Neves arrive en 2024? Je pense que Neves oui. Mais lequel des deux en fait ici ne vient jamais? C'est une bonne question. Ouais. Est-ce qu'on aurait vu l'éclosion aussi rapidement de Warren Zaïre-Emery? Est-ce qu'il aurait eu sa place avec De Jong, avec Pjanic? Et enfin, est-ce que le PSG aurait remporté une autre Ligue des Champions avant 2025? La question se pose.
Voilà. Et enfin, dernière partie, quelle fin de carrière pour Verratti. Donc Verratti est à Barcelone à ce moment-là, au moment où Pedri signe, et part à Las Palmas en prêt, et revient l'année d'après, en 2020, pour jouer vraiment à Barcelone. Et je pense que ça a un impact énorme sur la carrière de Verratti et sur la suite de Verratti à Barcelone. Parce que ouais, ça, c'est Marco Verratti au PSG jusqu'en 2023, le nombre de matchs joués ici, le nombre de minutes qu'il joue. Et ça, là, c'est Pedri. Il arrive à Barcelone, du coup, comme je dis, 2020-2021. Donc il faut imaginer que tout ça, dans mon scénario, c'est utopique. C'est pas la réalité. D'accord? Il faut imaginer que par contre, ça, c'est la réalité. Ouais, Pedri revient, du coup, à Barcelone, en 2020-2021. Et c'est l'année des fameuses cernes de Pedri, où il joue 52 matchs, où il fait 3500 minutes. Et je pense qu'en fait, avec cette saison-là qu'il fait, Pedri, je pense qu'il met Verratti sur le banc, définitivement. Et que ouais, Verratti n'a pas forcément plus de minutes ici en 2020-2021. Il fait 1500 minutes seulement avec le PSG. Je pense qu'il en a pas beaucoup plus s'il avait été à Barcelone. Je pense que Pedri s'impose vraiment comme le leader, comme la jeunesse du Barça. Parce que ouais, à ce moment-là, le Barça se cherche. Ils arrivent troisième de Liga. Le Barça est maintenu à bout de bras par Messi et par l'éclosion juvénile de Pedri, en vrai. Le Barça joue en 3-4-2-1, c'est plus du tout une identité forte. Je pense que Verratti ne s'y retrouve pas du tout là-dedans et qu'il est cantonné malheureusement au banc de touche, ou du moins à quelques minutes en coupe, en fin de match. Et je suis pas sûr que son mental lui aurait permis vraiment de redevenir titulaire au Barça par la suite. Du coup, la question se pose, on est sur la saison 2020-2021. À la fin de l'année, il y a l'Euro pour l'Italie. Ouais, l'Euro est décalé d'un an à cause du Covid, donc c'est plutôt UEFA Euro 2021. L'Italie gagne l'Euro, comme tout le monde sait dans la vraie vie. Mais est-ce que Verratti en fait partie? Alors oui, je pense que Verratti est quand même dans les 26, mais je pense qu'il n'est pas titulaire. Ça, c'est l'équipe type de l'Italie sur l'Euro, avec un Verratti ici, pour info. Il était blessé sur les 2 premiers matchs de la poule, et à partir du 3e match, il est redevenu titulaire. Il a plus quitté sa place. Il a eu un énorme impact, parce que il finit 2e meilleur passeur du tournoi, il finit avec le plus grand nombre d'occasions créées, sur tout le tournoi, avec 2 matchs de moins. Il finit 3e plus grand nombre de tacles par 90 minutes, en manquant 180 minutes. Ouais, ce qui est énorme. Donc je pense que Locatelli qui remplace Verratti, c'est pas le même impact. Donc je suis pas certain que l'Italie remporte l'Euro. Parce que vraiment, comme on a vu, Verratti a eu beaucoup d'impact sur le jeu. Mais par contre, je pense que Verratti va quand même à l'Euro. Mais je suis pas certain que l'Italie la remporte. 2021-2024, c'est Xavi au Barça. Je pense que Verratti retrouve un peu pas une seconde jeunesse, mais retrouve un petit peu sa place plus qu'avec Coman. Mais le milieu est sécurisé par Busquets, Pedri, Gavi. Et Verratti va être un peu cantonné au banc jusqu'en 2024. Et en 2024, je pense que Verratti, du coup, part du Barça, parce que Xavi s'en va, et que Hansi Flick n'en veut plus, comme Luis Enrique n'en voulait plus au PSG. Du coup, quel club, après le Barça en 23-24? Il y a 2 choix qui sont un peu évidents. Le premier, il surfe sur la vague de tous ces joueurs qui partent en Arabie Saoudite. Deuxième choix, il part en Turquie. Donc ça, c'est les 2 plus probables. Mais moi, là où j'aurais mis une petite pièce, en vrai, c'est qu'en 23-24, ou allez peut-être 22-23, une de ces 2 saisons-là, en fait, il revient en Italie dans un club assez fort, et c'est un peu une surprise, et où il fait une très bonne fin de carrière en Serie A, et je pense que pour moi, en fait, il signe à l'Inter. L'Inter aime bien ses joueurs expérimentés, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Acerbi, ils aiment bien ce genre de joueurs, et je pense que du coup, Verratti peut faire partie de l'aventure 2024-2025 de l'Inter jusqu'en finale, et retrouver le PSG en finale de Ligue des Champions. Et je pense que l'histoire pourrait être magnifique comme ça. Mais c'est juste mon avis, encore une fois. C'était le but du concept. Here we all must go. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, j'ai plein d'idées d'autres joueurs comme ça qui ont failli signer dans un club et qui au final n'ont pas signé alors que c'était un secret pour personne. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées de joueurs, vous, à me les partager en commentaire. En vrai, j'aimerais juste terminer la vidéo par un débat un peu osé sur Marco Verratti. Je suis sûr que pour tous les supporters parisiens, même tous ceux qui suivaient le foot à cette époque, 2017-2018 jusqu'en 2022-2023, vous vous souvenez de 90% des images que je vous ai montrées là. La main de Kipembe, le but contre le Bayern, même certaines conservations de balles de Verratti. Je suis sûr que vous vous en souvenez, car Verratti c'est un joueur qui par son style a vraiment marqué les mémoires. Mais justement, le football a parfois une drôle de mémoire, et le débat que j'aimerais lancer, c'est est-ce que Verratti, malheureusement, ne restera pas plus dans les mémoires et les esprits qu'un Vitinha au PSG. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous vois déjà derrière votre écran. Mais non, comment il peut dire ça? Dites-le en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que Verratti restera plus dans les mémoires qu'un Vitinha au PSG? Est-ce que Vitinha restera plus dans l'histoire?
que dans les mémoires. Je trouve que c'est un beau débat. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je reviens vite avec d'autres vidéos sur ce concept-là et même sur dans la peau d'un directeur sportif. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao.